Tarkovsky, on a ça c'est vraiment pas bien il a vraiment des influences vraiment bien Comme tu dis, la jalousie, je vais demander. Слова его операции. C'est ici, hein. Oh, eh oh, c'est ici, hein. Pourquoi vous l'avez repris? Eh bien parce que j'ai le patron m'a dit de l'enlever, il pensait que c'était pour le monsieur là-bas. Non, 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 il est là. C'est bon. D'accord. Ah oui, parce que après... Чуть-чуть ваш десерт не забрали. Они посчитали. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Voilà le beau plan là. Ah ouais. Ouais, c'est super. Enrobé par la lumière. C'est super. Ça fait longtemps que depuis 1978. C'est le film. As-tu des scrupules quand tu fais ce genre de film? J'en ai eu après, parce que le film a un gros défaut, même plusieurs, c'est premièrement que j'ai oublié de parler de Joël Gaillard. Vous connaissez bien Joël Gaillard, je pense, c'est l'homme qui s'est échappé il y a 1 an et demi, 1 an et 2 mois de l'hôpital psy de Marseille, qui avait été retrouvé à Manosque, non à Aix, et qui a réintégré l'hôpital. Il était là parce que, premièrement, il avait essayé de tuer le gardien du ranch de Barcillonnette, parce qu'il sortait avec une de ses cousines. Et il le rendait responsable d'un assassinat d'une jeune fille à Barcillonnette qui n'a jamais été éclairci. Bon, en fait, c'était sans doute à tort. Et puis ensuite, il a tué un coup de hachette, si je ne me trompe, le compagnon de sa grand-mère, lequel compagnon était âgé de 83 ans. Et effectivement, c'était un sujet intéressant. Moi, je l'avais pas pris un peu par bêtise, parce que, en fait, ça s'était passé à Gap,
qui était hors du Patagone, mais l'homme était de la sauce qui est dans le Patagone. Et j'avais pas fait la référence, d'ailleurs Barcelonnette aussi. Et effectivement, ça c'est le principal défaut du film. Il y en a d'autres. Par exemple, j'ai oublié de parler de cet homme qui travaillait la lavande près de Saulx. Et lorsque ses affaires ont un peu périclité, il s'est immolé. Et je crois qu'il y a beaucoup comme ça de cas d'immolation qui m'ont échappé, parce que je connais quelques-uns, mais je les ai connus par hasard. Et c'est assez difficile à connaître parce que c'est pas dans les journaux. En général, il y a une sorte d'omerta sur l'immolation, et il doit y en avoir pas mal. Toujours est-il que souvent, dans des projections, peut-être à 500 km d'ici, il y a quelqu'un qui arrive ici et qui me reproche de ne pas avoir parlé de telle affaire qu'il connaissait bien. C'est ce qui va m'arriver sans doute ici, on va en sortir. Oui, donc il y a des membres. En haut, derrière toi, Jex. Dire que ce sont des crimes de folie, est-ce que les conditions, le contexte et les armes et le nombre de morts sont intervenus pour vous, pour leur donner ce nom-là, crime de folie? Oui, bien sûr. Il y a la plupart du temps, c'est défini officiellement comme des actes de folie. Et puis, il y a des actes intermédiaires, on ne sait pas trop. C'est difficile de déterminer où finit la raison et où commence la folie. Par exemple, il y a l'échelle de Richter. Eh bien, si on établissait une échelle de Richter de la folie, ça irait de 1 à 8. Est-ce qu'il faut compter la folie à partir de 1 ou de 4? C'est difficile à juger, mais enfin, quand même, il y a des éléments qui permettent de mieux situer. Effectivement, il y a l'histoire du nombre. Parce que ça paraît évident pour les cas de folie dure. Hein, quand il y a meurtre ou un suicide particulier. Pour la folie douce, c'est plus difficile, parce qu'il n'y a pas d'acte sanglant. Mais enfin, je crois qu'il y en a pas mal, mais il y a moins de preuves, parce que je connais ça, parce que je suis un peu du coin, parce que je connais ma famille et des proches, mais on ne sait pas tout. Bonsoir. Il y a un crime duquel vous ne nous avez pas parlé. C'est passé dans la région. En 1991, il y a eu dans un petit village près de Bahreïn, je ne sais plus le nom, il y avait 2 garçons qui aimaient une même fille. Il y en a un qui a tué un de ses rivaux. Et il s'est trouvé que sur ces entrefaites, il y a Gilbert Guy, le prêtre des Loubards, qui est venu faire à l'Alcazar à Sisteron une conférence pour expliquer la situation aux gens de Sisteron. Et il leur a dit, demain je vais essayer de rabobicher toute la famille, les 2 familles, parce que le village est coupé en 2, et je vais essayer de refaire l'unité du village. Alors il a dit, ce que je vous demande, c'est si vous voulez venir demain soir à la cathédrale de Sisteron, et je vous dirai le résultat de mes démarches. Et le samedi soir, l'église de Sisteron était pleine de monde, et il nous a raconté qu'il n'avait pas pu rabobicher le village, et toute la cathédrale de Sisteron pleurait. Ça, je l'ai entendu, je l'ai vécu. Bon, pour ce qui me concerne, les crimes sexuels, purement sexuels, jalousie, ne relèvent pas en général de la folie. Ce sont les 2 motifs majeurs, l'argent et le sexe. Et ça correspond à une certaine forme de normalité
qui est finalement un peu rassurante. Pour certains crimes, les gens du coin essaient de définir les crimes bizarres par des motivations sexuelles. Mais par exemple, l'un des crimes de l'hardiesse, bon, c'est le mec qui est un peu paumé, qui est amoureux de la postière, sans jamais avoir eu le moindre rapport avec elle. Il ne l'a jamais embrassée, je pense, et qui se met à tuer à la fois la postière, l'amant de la postière, qui essaie de tuer son mari et je crois son fils, je ne me souviens plus. Et puis qui éventre, qui lacère le lit de la postière. Bon, alors je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de crime vraiment sexuel. En plus, il a été interné, il a fini ses jours, je crois qu'il s'est suicidé, effectivement, dans un hôpital psy. Donc ça peut être un peu tangent, mais dans un cas comme ça, il n'y a pas ce côté relativement normal du crime sexuel. Il y a aussi des ambiguïtés que, par exemple, on a eu le braquage de la poste d'Éguian, il y a 1 an, il me semble. Éguian est un village de 200 habitants. Et effectivement, quand on braque une poste dans un village de 200 habitants, le bilan n'est pas très intéressant. Alors pour moi, bon, c'est du droit commun, mais il y a quand même une grande part de folie là-dedans. Si on braque, si on essaie de braquer une grande banque à Paris, et ça risque de marcher, bon, c'est pas de la folie, hein, c'est comme ça un délit banal. Il y a encore, là je parlais de Blieux, comment il s'appelle l'assassin, Carpignano. Et après 2 ans d'absence, il avait travaillé à Blieux avant, et puis il revient à Beausoir, et puis il tue le frère et la sœur qu'il avait employés auparavant. Et bon, bah, c'est peut-être un crime d'argent, parce qu'effectivement il a apporté un peu d'argent, mais c'était tellement évident que c'était lui, que, je veux dire, ça, on peut douter de ses facultés mentales. En plus, quand on l'a retrouvé, il s'est suicidé quand il était cerné par la police, on a trouvé sur lui une somme d'argent infime. Alors, officiellement, il y a eu 30 000 francs, c'est une grosse somme à l'époque de volée, mais j'ai bien l'impression que c'est la mère qui avait gonflé la somme pour faire jouer les assurances. Parce qu'on a trouvé, il a dépensé peut-être 200 francs et on a retrouvé 800 francs sur lui. Alors qu'est-ce qu'il est advenu du reste? Bon, il l'a peut-être jeté, mais c'est quand même bizarre. De toute façon, on a retrouvé un peu d'argent sur lui. À mon avis, il y a une grande part de folie, là, même dans des droits communs, évidents. Que ça conforte les résultats de ton enquête? Oui, enfin, je vous parle des cas un peu litigieux, là. C'est difficile à cataloguer formellement tous les cas. Il y a des cas très divers, mais quand même, il y a... Mais je pense aussi par rapport à la définition du territoire. Oui. Qu'en dis-tu? Oui, la définition du territoire, bon, disons que c'est une ligne comme ça avec des zones d'ombre. C'est pas un tracé net comme les Alpes qui séparent l'Italie et la France, mais quand même ça recoupe assez bien. La frontière nord est assez évidente, c'est la ligne de chemin de fer Valence-Briançon. Le chemin de fer est un grand remède, le principal remède contre la folie,
parce que ça a évité, à partir des années 1880-1900, l'isolement des régions. Et il y a eu beaucoup plus de contacts avec l'extérieur, donc on trouve beaucoup moins de cas au-delà de la limite créée par le chemin de fer. Et puis, bon, bah, ça se déplace un peu parce que, bon, j'ai limité à Vols, mais je me suis dit, il y a eu les Isles aussi, qui n'est pas très loin de Vols, hein, et que, bon, bah, c'est quand même assez étrange ce qui s'est passé aux Isles. Alors, bah, en tout cas, il y a une limite incertaine qui existe, hein, qu'on peut déplacer. C'est-à-dire, il y a 60 ou 70 ans, je pense qu'on aurait pu inclure l'Ubaye. Puisqu'il y a eu des cas, par exemple le meurtre de Sainte-Anne, le berger qui semblait possédé, qui tue son patron de façon assez atroce, en disant « Ah ben c'est pas moi, c'est les bêtes qui étaient en moi ». Mais l'Ubaye a été conquis par le tourisme, le ski, et rattaché à une vie normale. Et la folie, à mon avis, a disparu presque complètement de la région de l'Ubaye. Est-ce que c'est pas symbolique de la France aussi, de l'Hexagone? Ah bah, non, le Pentagone n'est pas l'Hexagone. Et effectivement, il y a un gag là. Je dis à la fin, ça pourrait être un hexagone, ce qui voudrait dire que toute la France serait concernée. Mais c'est plus une plaisanterie. Est-ce qu'il y a plusieurs pentagones? Bon, je pense pas, parce que j'ai essayé, comme le film avait assez bien marché, de faire une Terre de la Folie 2. Et la région concurrente, c'est-à-dire le Massif central, ben, j'ai pas trouvé vraiment. Il y a deux terres concurrentes, c'est l'est du Cantal et l'est de l'Aveyron. Mais vraiment, on n'en trouve pas autant. Enfin, on peut toujours discuter, hein. Mais de toute façon, les troubles mentaux, on sait que c'est l'affaire de la moyenne montagne. Bon, on ne trouvera pas ça ou à un niveau tout à fait moindre en plaine, ou on ne trouvera pas ça à haute montagne, parce que la haute montagne est directement reliée à la civilisation, parce qu'il y a eu la houille blanche qui a permis l'explosion industrielle, il y a eu la venue du tourisme, avec l'alpinisme, le ski. Donc la Savoie, où il y avait pas mal, comme on dit, de crétins des Alpes, bon, c'est à peu près fini, quoi. Donc elle a été reprise par la civilisation, tandis que la moyenne montagne, surtout, qui est forcément assez pauvre, effectivement, c'est assez présent. Un peu dans le Massif central également, mais à mon avis, d'après ce que j'ai vu, et malgré mes efforts de prospection, ça se situe à un moindre niveau. Ici. Dans le film, vous parlez d'un témoignage, la personne n'est pas venue. Et donc vous le remplacez pour expliquer le crime en question. D'autre part, il y a l'identité des gens qui s'expriment, ou bien elle est claire et juste, ou bien elle est floutée, ou bien elle est fausse et floutée. Alors je me suis demandé pourquoi, et est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un peu peur de témoigner, et est-ce que vous-même, dans la démarche pour trouver les gens qui témoignent,
est-ce que ça s'est toujours passé facilement? Est-ce que vous avez eu des menaces ou des épisodes un petit peu dont vous pouvez nous parler? Bah, effectivement, pour Monclar, j'ai remplacé la personne qui s'était désistée et j'ai simplement repris ce qui était dans les journaux. Bon, sur d'autres cas, par exemple, j'ai eu des interviews qui ont été faites, mais après, le lendemain ou le surlendemain, la personne m'a dit effectivement qu'il ne voulait pas que ça figure parce qu'il craignait des représailles. C'est souvent des gens qui ont un peu la gâchette facile, et quand on habite à 500 mètres de là, on ne peut pas vivre dans la crainte, pas forcément d'être tué, mais il y a des formes un peu indirectes d'action. Par exemple, on peut tuer un de vos animaux, ou plusieurs. On peut aussi trafiquer les voitures de l'autre, comme on en parle dans une autre fois. Donc il y a eu effectivement certains problèmes, et bon, c'était un peu le principe du film. Ça n'a pas toujours été facile, et puis il faut savoir comment s'orienter pour trouver les interlocuteurs. Par exemple, ça je le savais, mais c'est difficile de procéder. Par exemple, il ne faut jamais s'adresser au maire de la commune, parce qu'il y a ses électeurs, il pourrait ne pas être élu. Par contre, c'est très profitable de demander aux anciens maires. Là c'est la règle de base. De toute façon, quand on fait une enquête sur quoi que ce soit, il ne faut jamais s'adresser aux responsables officiels. Il faut toujours aller en dehors. J'avais fait un jour, j'étais prof à Paris 3, et j'avais demandé à un de mes élèves de faire un rapport sur la tricherie à l'entrée des salles. Les directeurs de salles qui recollent les billets, tout ça, pour faire de meilleures affaires et pas donner l'argent aux distributeurs. Alors j'ai un élève qui était un peu idiot, mais enfin il était trop carré, trop square comme fonctionnement. Il est allé trouver le responsable du syndicat des exploitants. Évidemment, c'était un fiasco. Il a dit, mais comment quelqu'un se permet? Ah, il y a bien d'autres choses à traiter dans le cinéma. Donc, il faut jamais aller voir les officiels qui ont toujours peur de faire des gaffes ou de perdre des voix. Donc, il y a effectivement comme ça des rapports qui ont été un peu difficiles. Je me souviens par exemple pour la meute du Caire, j'ai pas eu de témoignage direct, mais je suis allé trouver quelqu'un qui avait écrit un livre sur l'affaire Ronan. Il y a aussi le problème de la mémoire, le fait que finalement ça continue à jouer et que en faisant ce film, tu la révèles. Par exemple pour l'histoire de ton village, du village de tes grands-parents. Oui, le village de mes grands-parents, bon, ça la réveille, mais il a disparu le village, puisqu'il est inhabité depuis plus de 40 ans. Dans l'histoire de ta famille, c'est bien le meurtre de ta famille ou il y avait l'histoire de ne pas citer le... Oui, alors c'était mon cousin Séraphin qui avait tué 3 personnes, mais c'était en juin 1900. Et bon, j'avais mes informateurs à Cédron qui n'ont pas voulu témoigner directement, donc je les ai remplacés. Et puis une de mes informatrices circule en auto dans les faubourgs de Cédron et nous voit en train de tourner. Elle m'avait eu qu'au téléphone, je crois, donc elle ne connaissait pas, mais on voit quelqu'un qui tourne, donc elle m'a identifié très vite. Et puis elle a eu cette phrase,
Mais j'espère que vous n'allez pas donner les vrais noms pour une histoire qui s'est déroulée il y a 110 ans. Je fais remarquer que quand même, en tant que parent, ben, je pouvais me permettre cette fantaisie de faire parler la réalité. Il y a d'ailleurs dans le film, on pourrait me reprocher des petites anicroches parce que quand Séraphin a donné ses coups de pioche, dans le film, il y a un coup de pioche par mort. Or, c'est pas si facile que ça. Hein. Je vais lui dire de tuer quelqu'un un coup de pioche, ça je peux vous le dire. Et il a dû en donner plus. Mais d'un côté cinématographique, c'était plus porteur. Et d'ailleurs, j'étais influencé par sans m'en rendre compte, par le film d'un confrère, Alfred Hitchcock, qui, dans le film Psychose, il y a un coup comme ça, c'est très violent et ponctuel. Il y a deux ou trois coups, mais ça va très vite. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas très justes. Et puis je pense que Séraphin avait d'autres griefs à l'égard du maire, mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la pioche. Et il y a des petits manques comme ça, c'est difficile, 110 ans après, de connaître la réalité. Est-ce qu'il y a des cas dont vous auriez parlé et dont vous avez interviewé les témoins, les membres de la famille qui vous ont interdit de parler? On ne peut pas interdire, mais par contre, j'avais consulté un avocat, il faut faire très attention aux affaires où il n'y a pas eu de presse à ce sujet. Et parce que d'autres, on en parlait à travers les journaux, donc il y a eu des précédents. Mais par exemple, les cas d'immolation, ils ont presque toujours été étouffés. Parce que, non point le feu, mais l'affaire. Parce qu'il y a eu des contacts entre les familles et le journaliste du coin. Bon, bah, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, s'ils l'ont invité à manger, s'ils lui ont offert des pots de miel, ou si c'était de la lavande. Mais on sait que j'ai appris par la bande qu'il y avait eu ces immolations, mais c'était pas dans les journaux. Saint-Michel, oui. À Saint-Michel, oui, mais c'est parce que c'était pas quelqu'un du cru. Mais par contre, à Saint-Michel, c'était un peu difficile aussi, parce que il y a eu un contact direct qui avait été pris avec le maire. Bon, ça faut toujours essayer. Donc, les gens étaient avertis. Mais effectivement, ils étaient contre, surtout qu'à Saint-Michel, non seulement il y a eu l'immolation, mais il y a eu avant le meurtre du curé, du père Brault, qui n'était pas un crime de folie à mon sens, puisque c'était pour voler les trésors de guerre, en quelque sorte, du curé, qui avait accumulé des objets d'art. Et puis il y a eu quelqu'un qui s'est immolé, mais c'était quelqu'un qui n'était pas du pays. Mais quand je suis arrivé pour tourner, il y avait la personne qui était en charge de la chapelle, et qui s'est précipitée de façon assez hystérique en disant « le maire ne veut pas qu'on tourne, vous ne pouvez pas tourner, etc. » Bon, j'ai joué les diplomates, mon âge l'a rassuré, je dis que j'aimais beaucoup les chapelles, etc. Et ça a marché. Et puis j'ai eu peur aussi qu'elle attrape une crise cardiaque. Alors, donc, je ne lui ai pas dit la vérité, je crois que j'ai bien fait. Parce qu'il ne fallait absolument pas qu'on en parle, on avait déjà parlé dans les journaux, mais il ne fallait pas qu'il y ait aussi un film qui évoque ça. Elle avait peur que ça salisse l'image de marque de Saint-Michel. Parce qu'il y a eu déjà, c'est un petit village de 300 habitants, il y avait déjà eu mort du curé, et puis cette personne qui vient s'immoler.
Je remarque d'ailleurs que, comme ça, ces morts brutales sont souvent liées à la religion. C'est soit le curé qui la tue, soit une personne qui vient s'immoler devant une chapelle en étant dansant, etc. La religion a souvent une grande influence sur les actes de folie. Toutes les religions d'ailleurs, ça peut être des religions officielles ou officieuses, ou des sectes. Oui, je me permets de vous poser une question qui nous intéresse tous ici. Vous avez très bien défini l'espace qui était concerné particulièrement par les problèmes que vous avez soulevés. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir si aujourd'hui, c'est un problème qui peut être contagieux, y compris pour les néo-provençaux qui se trouvent dans cet espace. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que ça ici, il faut le prévenir. Vous aviez un exemple en tête, je pense. Non, non, je ne pensais pas à vous pour plus tard. Vous avez tort de ne pas penser à moi. Mais est-ce que, excuse-moi, pour préciser la question, est-ce qu'il y a vous avez fait des statistiques puisque votre étude est très sérieuse, est-ce que vous pensez que dans les dernières années, il y a eu plus de crimes que avant, dans le siècle passé? Ah, le siècle passé, je ne sais pas. Parce que ça s'accélère. Mais effectivement, ça m'a étonné qu'il y ait autant d'actes de folie durs récemment. Je pensais que ça serait un peu estompé parce qu'il n'y a plus les motifs traditionnels, la malnutrition ou la consanguinité. Mais n'empêche que ça reste un peu parce qu'il y a des prolongements sur une ou deux générations. Mais il y a effectivement des phénomènes récents. Par exemple, lors du tournage qui a duré grosso modo 1 mois, il y a quand même eu au Vernet quelqu'un qui était sorti de l'hôpital psy et qui a tué la tenancière du café, un café assez isolé, parce que Vernet fait 100 ou 130 habitants, un coup de bière, un coup de bouteille de bière. Et de façon assez atroce, surtout qu'elle avait 70 ans, et qui sortait de l'hôpital psy, où il prenait ses médicaments, mais qu'on avait trop pris, il faut prendre un bon dosage, et ça s'est passé juste à la fin du tournage. Et puis en même temps que le tournage, il y avait l'affaire de Saint-Michel quelques jours avant. Il y a eu ce monsieur que j'ai cité, ça c'est de la folie douce, mais enfin quand même, l'homme qui jette du 2e étage par la fenêtre ses meubles enflammés et qui sort à moitié nu dans la rue en réclamant un psy et un prêtre. Et on a convoqué le GIGN de Nice pour éclaircir la situation. Hein. On avait un peu peur à dire. Donc ça continue, c'est étrange, où il y a effectivement, bon, folie relative, mais quand même, il y a quelqu'un qui vient spécialement de la Drôme dans les gorges du Verdon, c'était 8 jours avant la fin du tournage, et puis qui se met, il avait un 4x4, et qui pourrait être sûr de ne pas se rater, si méthodiquement les barrières de sécurité. Bon, ça je ne sais pas, c'est peut-être pas de la folie, mais c'est quand même assez curieux. Donc, il y a des traces, je ne sais pas, j'ai pas étudié récemment le crime de Champtercier, si c'est un acte de folie ou pas. Je ne peux pas dire, bon, il y a eu l'affaire des Iscles récemment, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, j'ai lu dans le journal hier quelque chose qui est assez curieux avec l'enseignant de Digne. Il y a des choses vraiment étranges. D'ailleurs, je dois dire que la folie est souvent liée non seulement à la religion, mais aux enseignants. Ce qui est assez normal, c'est que c'est assez difficile d'être enseignant, parce que souvent, quand on enseigne
dans le cadre du primaire, l'étape de multiplication commence à 20 ans, et puis on continue jusqu'à 60 ans, jusqu'à 67 ans, hein. Ça tape un peu sur le système, et souvent les enseignants ont besoin d'une année un peu de jachère. Il y a pas mal de dépression nerveuse, et c'est pas forcément, ça se situe pas des actes de folie eux-mêmes, mais dans leur famille. Souvent les fous ont un enseignant dans la famille. Donc ça a des actions indirectes peut-être aussi parce que c'est une profession assez absorbante et des fois on n'a pas le temps vraiment de s'occuper de la famille si on fait bien son travail. Donc comme ça il y a des raccords, de même que avec le personnel enseignant, et où par exemple une institutrice qui est tuée. De la même façon que la folie a souvent beaucoup de rapports avec le personnel des PTT. Parce que, pourquoi les gens des PTT? C'est parce que ce sont souvent des actes gratuits et la première personne, quand on déambule et qu'on est fou, la première personne qu'on rencontre, c'est soit le facteur, soit la personne qui est au guichet des PTT. C'est pour ça qu'il y en a eu plusieurs dans le film, donc la postière de l'immense, de l'Ariès, et puis la postière des Guillans avec le braquage, où effectivement l'assassin des Guillans avait essayé de tuer la postière, mais elle était bien retranchée, il y avait du monde, il n'a pas pu. Donc, et effectivement, ou alors l'histoire du facteur de Clumant. Donc, effectivement, c'est les gens des PTT qui c'est assez difficile pour eux. Et puis, oui, j'y pense. Et pour terminer, est-ce que c'est possible de tirer des conclusions de cette enquête justement sur cette problématique qui nous inquiète? Est-ce que ceux qui sont originaires d'une autre région sont aussi menacés par la contagion? Ah oui, bien sûr, parce que s'ils viennent ici, ils sont un peu imprégnés des conditions locales, la solitude, et puis effectivement le fait qu'il y ait des cas identiques. Il y a beaucoup de régions ou de villes où on n'ose pas commettre des actes de folie parce que ça ne se fait pas. Tandis que là, ça fait un peu partie du patrimoine. Alors donc, il y a des sortes de vases communicants, de même que, par exemple, on peut parfaitement n'avoir jamais été dans les Alpes, et puis si on a une mère des Basses-Alpes ou des Hautes-Alpes, on est un peu marqué pour la vie, même si on habite Paris. J'ai par exemple une cousine qui est débile et qui a presque toujours vécu à Paris, mais qui avait une mère aux Alpines. Donc, il y a une sorte d'osmose, et puis souvent ceux qui arrivent dans les Alpes du Sud, c'est des gens qui ne trouvent pas leur place ailleurs, ils ne vont pas trouver. Et que, donc ça sert un peu d'épotoire. Il y a eu des Italiens, comme ça, criminels qui sont arrivés, ils ne trouvaient pas de place meilleure, et pas seulement des Italiens d'ailleurs. Et donc, il y a une forme de contagion qui peut exister, et puis il y a des rapports difficiles entre les gens du coin et les néo-ruraux. Bon, merci Luc, et peut-être qu'il y aura un exode à faire Je ne pense pas, parce que ça attire pas mal les gens, hein, ça donne une certaine personnalité à la région. Moi-même, si je vais souvent dans cette région, c'est aussi parce que je rencontre, quand je vois des gens, je me demande, est-il fou, est-il sensé?
Je sais qu'il y a un repas ce soir qui va être vers 23h, c'est ça? Au Tilleul. Non, c'est pas au Tilleul, leur repas, c'est ici. Ah bon? Ah non, c'est au Bonheur. Ah oui? Au Bonheur. Pendant plusieurs années, j'avais une fixation avec les déserts d'Atacama. J'avais pensé plusieurs fois, plusieurs années avant, que les déserts d'Atacama, potentiellement, c'est un endroit très riche, et très mystérieux, magnifique pour faire un film. Mais pour diverses circonstances, j'avais laissé ces choses à part jusqu'à la fin d'un film que j'avais fait sur Jourdain. Et j'ai commencé à travailler avec ce scénario peu à peu, d'une façon très intuitive, avec une vision. Et je connaissais bien sûr les histoires des femmes, je connaissais les observatoires parce que je suis passionné par l'astronomie. Et dans les déserts, il y a aussi des traces de dinosaures, il y a des météorites enterrés, il y a des explorateurs perdus. Il y a tout dans les déserts. Ça veut dire, j'ai commencé à voir que toutes les métaphores ils appartiennent au désert. Et donc, après ce long travail de scénario, bon, après c'est le problème économique, parce que c'est une... Oui, on parlera de ces choses après, c'est pas important maintenant. Donc j'avais fait un long travail de table, de bureau. Le problème c'est que quand on a intuition ou instinct, on peut dessiner cette bouteille dans le scénario. Mais qu'est-ce qu'il passe si dans la réalité tout cet objet n'existe pas? Il faut vérifier dans les terrains même si un astronome est capable de penser en les femmes et vice-versa, etc. Donc la première chose que j'avais fait, c'est trouver les personnages. Ça c'est avec angoisse, parce que si les personnages n'existaient pas, je n'avais pas fait le film. J'ai renoncé à faire le film. Donc il y a une relation entre la théorie documentaire, entre guillemets, et la vérification si ça existe. Si on peut faire un film sur ce mélange des choses tellement différentes. Ça c'est pour le travail en général. Et vous aviez conscience depuis le début que c'était l'organisation de ces métaphores qui allait donner sa forme au film, et qu'il vous fallait travailler à partir de ça, et trouver aussi, il y a les personnages, mais il y a aussi la mise en scène, et comment faire fonctionner des choses aussi différentes, parce que il y a les gens que vous allez trouver, qui vont vous donner une parole, qui vont vous donner ce qu'ils sont, des explications, mais il y a aussi comment relier toutes ces choses qui sont des univers aussi différents, comment vous allez le symboliser par quelquefois en filmant un caillou. C'est difficile à expliquer ça. Un exemple simple, c'est la séquence des astéroïdes qui ressemble à des os. J'avais conçu cette séquence à la maison parce que j'ai beaucoup de livres, de photos, noir et blanc, avec la matière des astéroïdes. Et je connais bien les os. Donc, j'avais écrit ça. Les choses bonnes des documentaires, les choses surprenantes des genres documentaires, c'est que
J'étais un jour, une nuit, dans un observatoire qui s'appelle Las Campanas, qui est l'observatoire de Gaspard, astronome. Et par hasard, cette même nuit, il est là un Nord-Américain, George Preston, qui justement, il étudie une galaxie très loin, composée de calcium. Et quand je l'avais écouté, j'ai pensé, mais de quel calcium il parle? Est-ce qu'il y a un autre calcium cosmique? C'est une autre chose. Et Gaspard m'a dit, non, c'est le même calcium que tu as dans les doigts. Et je l'avais demandé à Gaspard, parce que mon anglais c'est pire que le français. Et s'il vous plaît, demande à George qu'il explique ça. Et ça, c'est magnifique. Ça a été magnifique. C'est la vérification de que l'idée, que les rails, que les voies, les chemins que tu as choisis, c'est correct. Et, de la même façon, quand Violetta, elle dit que les télescopes, on peut faire ça avec le télescope pour voir la Terre, c'est une idée d'elle, pas moi. Et aussi, Gaspard, quand il compare sa propre travail d'astronome avec les gradements de la Terre, il dit que c'est complètement différent, mais en même temps, c'est pareil. C'est son discours personnel, c'est son manière de penser. Et après ça, et ce mélange que tu mentionnes, comment faire? Et ça, c'est mystérieux parce que le montage, c'est initiative. On sent qu'une chose, c'est avant et une chose, c'est après. Il faut construire une histoire, bien sûr, mais la unification, la juxtaposition des éléments sont inexplicables. On peut pas. On a fait les structures dans 1 mois et demi avec une monteuse jeune qui travaille avec l'ordinateur d'une façon magique. Et ça, c'est formidable parce que j'ai commencé à parler et elle me regarde, et elle ne regarde pas l'écran. Et quand je finalise mon petit discours, il est déjà fait. Ça, c'est formidable pour moi. Et donc, mais nous étions 7 mois dans la salle de montage parce qu'après cette première structure, il faut réfléchir une autre fois, 2 fois, 3 fois, bien. Parce que le montage, c'est l'art de la coupure. Il y a personne qui connaît bien la coupure et personne qui ne connaît pas. C'est tout. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est comme faire des plans. Catel, il connaît bien où il y a l'énergie pour faire un plan solide. Et ne seulement pas stable, sinon gros, fort. Et c'est comme ça. Je n'ai pas d'autres explications. Est-ce qu'il y a eu d'autres surprises comme ça, d'autres découvertes qui se sont faites après, en travaillant avec les personnages, qui ont encore ouvert comme ça des dimensions? Oui, et la grande comment dire, les moments plus touchants pour moi, c'est bien sûr toutes les femmes, les 3 femmes. Mais la dernière femme, Valentina, la jeune femme, et on l'a découverte dans l'agence ESO, ça veut dire l'European Southern Observatory, et c'est la plus grande installation astronomique au Chili. Et je m'approche à elle et je lui raconte mon projet. Et elle m'a répondu qu'il aime le projet, qu'il est d'accord, mais qu'elle n'est pas capable de parler. Parce que jamais elle a raconté son histoire en public, avant. Elle a 35 ans. Et je l'avais dit, bon, garde ton secret, et j'ai le montage, j'ai fait la sonorisation, beaucoup de choses à faire. J'ai 1 année, donc je t'attends, si tu veux. Et quand j'ai fait la structure presque la finale, et j'allais à sa maison pour montrer le film, et à
aussi à son grand-parent. Et il m'a dit, demain, je te fais une interview. Et dans l'interview, il compare l'énergie, les atomes de son père qui sont morts avec les atomes de la galaxie. Et je suis complètement étonné de cette pensée. Comment elle a rencontré une forme de compensation avec les ciels. Et ça, c'est presque magique. Donc, dans tous les films, la femme qui fait les massages, elle est ex-torturée aussi. Elle est passionnée par l'astronomie parce que son fils, c'est le jeune ingénieur qui est dans les tableaux, les hauts tableaux, non sais si c'est tableau, la haute la haute plaine de 5000 mètres, 5500 en vrai. Et qu'il faut avoir un masque d'ogive aussi. Donc il est aussi attaché à les étoiles, mais il est aussi un exilé, et aussi il est né à l'Allemagne, mais ils ne se sont pas allemands, ils se sont chiliens, mais pas complètement. C'est aussi très intéressant pour les films, ce type de relation, de croisement de lignes. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un risque à travailler avec les scientifiques d'avoir une parole justement d'un autre ordre? Or là, on a l'impression aussi que quelque part, vous avez obtenu d'eux non seulement des explications sur leur travail, qui nous ouvrent une compréhension différente des choses, mais qu'ils expriment à chaque fois en face de votre caméra une humanité, c'est-à-dire leur pensée nous donne de l'humanité aussi, nous ramène à notre humanité. Oui, je pense qu'une des choses importantes dans le cinéma documentaire, c'est les interviews, savoir faire les interviews. C'est une chose très difficile à apprendre, et très longue. Mais il y a un moment qu'on arrive à trouver ce secret, que c'est la transformation d'une interview en une confession ou en un dialogue, et ir plus loin que l'interview journalistique pour entrer dans un espace cinématographique. Et ça, c'est pour moi les choses plus importantes. Jamais j'ai des papiers dans la main avec les questions que tous les journalistes, quand on répond, les journalistes regardent la prochaine pour demander la question. Et ça, c'est horrible parce que ça, c'est la déconcentration de l'autre. Il faut accompagner les paroles de l'autre personne d'une façon intense. Bon, ça c'est tout, hein, c'est les personnages, parce que c'est Lautaro, l'archéologue, qui fait que les films basculent, parce que c'est lui qui dit, en effet, nous sommes dans une porte du passé, ça c'est une porte du passé, un territoire du passé. Et d'autre part, il dit que non seulement pas on a oublié les coups d'État, sinon qu'on a oublié toute notre histoire, les indigènes, les mines de cuivre, tout ça. Et c'est vrai, il m'a enseigné beaucoup de choses. Oui, il est un archéologue différent peut-être à autres. J'avais parlé avec d'autres archéologues qui nous sont. Je m'approche peu à peu et je signale mon chemin. Mais il va pour autre côté. Je suis avec un astronome pendant 2 jours pour m'approximer lentement et je donne quelques pistes, des choses qui m'intéressent, mais très indirectement, mais la personne le fait comme ça. Donc je passe. Et je ne reviens pas à sa maison. Il faut retourner pour chercher à Gaspard. Gaspard, il a donné... je le regarde et Gaspard me regarde et Gaspard a compris ma pensée et vice-versa.
Et ça, c'est important. Et ça c'est la force d'un film documentaire. Et les personnages. Bon, et les décès, c'est un autre personnage. Et c'est une autre façon. Ça, c'est le domaine de Catel, parce que nous étions des semaines pour tourner bien le désert. C'est très difficile. La lumière, c'est tellement intense qu'il faut fermer le diaphragme d'une façon absurde pour faire quelque chose d'intéressant. C'est très difficile. Et les étoiles, ça, c'est un autre mystère. On ne savait pas comment faire. Et dans l'observatoire de Paranal, il y a un Français qui s'appelle Stéphane Guissard, qui est ingénieur, c'est pas astronome, et il est photographe aficionné, amateur, mais très bon. Et il nous a enseigné la technique. Mais les plans de la Voie lactée appartiennent à lui. Et c'est très important parce que c'est lui qui transmet à spectateur le vrai spectacle d'Atacama. Parce que c'est comme ça qu'on voit les étoiles. Si nous sommes accouchés dans le sol, et on sent peur. C'est tellement grande, et c'est tellement clair, et tellement présente. Et il y a tellement d'étoiles, et des aérolites qui passent, des étoiles fugaces, des satellites, il faut que quelqu'un proche, qu'un ami est proche, parce qu'on sent peur. Une peur d'enfant quand tu es dans la nuit et tu as peur à l'obscurité dans ta chambre. Mais c'est Stéphane, on a trouvé cet homme merveilleux qui maintenant devient le principal astrophotographe de Paranal. Je ne sais pas si... Juste encore une question sur le tournage. Vous nous avez parlé du temps de montage et d'écriture. Comment vous vous y êtes pris? Comment avez-vous procédé pour travailler par rapport à votre projet pendant le tournage? C'est-à-dire, dans quel ordre? Enfin, comment avez-vous commencé? Dans le désert même? Oui, dans le désert, le tournage. Bon, après la connaissance du personnage, bon, on a fait une planification d'un morceau du désert parce que c'est trop grand. Et on a commencé par Paranal parce que c'est le plus difficile et le plus puissant. À Paranal, par exemple, c'est très compliqué la communication avec les astronomes parce qu'il y a des Japonais, Hollandais, Danois, Chinois, Américains, Canadiens. C'est un mélange total. Et ils parlent anglais, mais non tout le monde parle bien anglais. Et ils ne parlent pas, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils sont avec des cahiers, avec des numéros et des équations et des dossiers. Les personnes parlent dans la nuit, ils travaillent de nuit, dans la journée il n'y a personne parce qu'ils dorment. Donc c'est pas facile. C'est joli, la machine c'est fascinant. Mais les contacts humains, il faut être là peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être une année pour choisir quelques sages qui viennent d'autre part. Parce qu'ils sont, les astronomes viennent, 3 jours, ils partent. 5 jours et ils partent. Et il y a un queue, parce qu'il y a une demande énorme d'observation. Donc, avec une année de planification, il y a une espèce de chronogramme. Et cette date, à 8 heures, arrive à l'aéroport de M. Preston, par exemple. Et 3 jours après, il disparaît. Donc ça a été très difficile pour prendre contact humain. C'est la machine. Donc c'est ça notre départ. Mais on a préparé un rendez-vous avec Gaspard dans sa propre observatoire, que c'est une autre, on s'appelle Las Campanas. C'est à presque 1000 km de Paranal, où il faut prendre l'avion. Et ça c'est plus petit, il y a Gaspard, George Preston et le directeur de l'observatoire, qui c'est un Argentin. Donc tout le monde parle presque l'espagnol et pour moi ça a été plus facile, surtout avec Gaspard. Et on commence à tourner d'une façon très amicale, très agréable. Le tournage a été magnifique. Nous sommes
une équipe de 5 dans une voiture puissante, parce que si on n'a pas une bonne voiture, on le sait, c'est très dangereux. S'il y a une panne d'essence ou d'électrique, les téléphones ne répondent pas, il n'y a pas de satellite, donc il n'y a pas de signal. Et il y a des chemins qui passent en voiture chaque jour, uniquement. Donc il faut être bien préparé avec un bon véhicule et avec de l'eau, des choses. Mais c'est un tournage agréable, énormément relax. Je vais peut-être vous passer la parole s'il y en a qui veulent poser des questions. Oui, tout d'abord je voulais vous remercier pour ce film et pour votre œuvre en général, qui a toujours été très importante pour tous ceux qui travaillent sur la mémoire et pour qui ont milité aussi pour le Chili. Et je voulais vous demander par rapport à ce que dit la femme qui cherche son disparu et qui dit qu'elle cherchera jusqu'au bout, et qu'elle dit à un moment nous sommes un peu la lèpre de la société au Chili. Donc je voulais que vous répondiez pourquoi et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement dans cette recherche de disparus et comment c'est vécu dans la société chilienne. Et la deuxième question, c'est par rapport à votre film. Est-ce qu'il a une diffusion au Chili et comment il est reçu au Chili? Au Chili, les problèmes de la mémoire, comme dans tout le monde, c'est très compliqué. Il y a un morceau du pays qui a oublié qu'ils vivent dans l'oubli, ils se sont mieux. Et il y a d'autre part surtout des jeunesses qui pensent dans le passé et qui exigent une explication plus claire, parce que les textes d'histoire ne sont pas complets, ils n'expliquent pas toutes les choses, surtout la répression de Pinochet et aussi le gouvernement d'Allende. Et donc il y a les deux positions. Mais en général, le pouvoir, c'est dans le secteur de l'oubli, tout le temps. Les télévisions principales chiliennes, c'est une très bonne télévision, bonne téléjournal, du point de vue de la facture, c'est très bon. Mais c'est complètement vide. C'est une télévision de distraction totale. Il n'y a aucun sujet. On ne peut pas toucher les pères de la patrie, les héros de la patrie, les héros de l'indépendance, l'église, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher, l'avortement, bien sûr, la liberté sexuelle. Il y a beaucoup de tabous. C'est une société très, en comparaison à le Chili qui avait vécu en tel qu'enfant, c'est un autre pays. Mais il y a des gens qui se préoccupent beaucoup de la mémoire. Il y a une nouvelle génération d'historiens qui travaillent, une nouvelle interprétation plus complexe des événements historiques. Et on a montré le film dans un festival documentaire que j'avais organisé au Chili il y a 15 ans, et dans un grand cinéma comme le Double, qui c'est un théâtre énorme, avec un grand concours public, magnifique, applaudissements, etc. Mais il n'y a aucun journaliste dans la salle, aucune chaîne de télévision, aucun photographe. Donc nous sommes en une fête privée, et après ça, il n'y a aucun moyen de communication qui communique ça. Et quand le film a gagné le Grand Prix européen, meilleur documentaire, les principaux journaux chiliens ont publié notre photo. Et j'avais dédié le film à les femmes, les femmes victimes, et ils ont mis ça dans la première page. Ça a été pour nous une grande surprise. C'est rare, c'est bizarre. Donc, cette année, dans le mois de mai, juin, on prépare une sortie en salle avec 12 copies. Nous sommes en train de régler un contrat avec un distributeur chilien jeune intéressé dans le film. Allende a été sorti dans les salles aussi avec 10 ou 12 copies, une chose comme ça, et
On a fait 60 000 spectateurs, que pour le Chili c'est un bon chiffre dans les salles. Mais aucun filmement, a été passé par la télévision. Ni aucun filmement sera passé. Je suis complètement sûr de ça. Mais ça ne me décourage pas. Au contraire, on prépare une édition DVD de tous les films maintenant. Et c'est un travail de fourmi, peu à peu, d'un lien dans autre lien, c'est comme des paroisses de la mémoire, ici, ailleurs, dans une ville, autre ville, comme ça. Il y a beaucoup de gens intéressés, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a 60 000 ex-torturés, donc c'est beaucoup, parce qu'il faut multiplier par 5. S'il y a un disparu, il y a 5 personnes de la famille qui souffrent. Donc, je pense que le coup d'État chilien sera un événement qui sera suspendu pendant un siècle au Chili. 100 ans, je pense, pour supérer ce trauma, je suis sûr. Mais je ne suis pas préoccupé. Je pense qu'on retrouvera cet équilibre, mais c'est un processus long. Le Chili, ce n'est pas la même chose que l'Argentine. L'Argentine a travaillé vitement. L'armée argentine a perdu une guerre, il a tombé dans les désaccréditation totale, mais Pinochet, malgré les scandales à Londres, malgré son condition humaine exécrable, il était populaire. La moitié du Chili, il pense que Pinochet a sauvé le pays du chaos marxiste. C'est comme on voit aujourd'hui que Moubarak, il y a des gens dans la rue qui les défendent. C'est incroyable, c'est comme ça. Donc il faut lutter doublement et les Argentines pour restaurer la mémoire. Je pense que c'est intéressant de parler de la production de ce film. Oui, c'est une question peut-être qu'on pourrait aussi poser avec vous. Parce que malgré tous les publics, nous sommes dans 53 000 spectateurs en France. On a commencé avec 42 copies, nous sommes maintenant avec 12. Et nous sommes dans la 6e semaine. La 15e semaine. Et malgré toute cette reconnaissance des Cannes, etc., ça a été pour nous énormément difficile à produire. Et je passe la parole à Parce que, comme Patrice vient d'expliquer, on a travaillé 5 ans sur ce film. Ça fait je crois 11 ans, on habite Paris, et les autres films qui sont aussi sortis à Cannes, comme par exemple Le Capino chez Salvador Allende et d'autres, on a fait avec des producteurs français, des producteurs indépendants en coproduction. Mais ce film-là, personne n'a voulu le produire. Des gens qu'on connaissait. Et en plus, on était rejeté 2 fois par le monde sur 7. Je crois par 16 chaînes de télévision, en France, en Europe, un peu partout, et par d'autres encore. Et c'était venu un moment, un bon jour, on s'est dit, seule chose qu'on peut faire maintenant, ça veut dire qu'il faut le produire seul. Et comme ça, je me suis fait productrice, ça veut dire j'ai sollicité un cadre producteur, j'ai fait un agrément au CNC, agrément investissement, et après en faire autre. J'ai bien sûr eu l'avantage qu'on était déjà là et qu'on connaît les autres producteurs, j'ai pu me renseigner sur tout ce qu'il fallait faire. Et on travaille ensemble déjà de quelques 16 ou 17 ans. Tout ça, ça a fait possible cette autoproduction. Mais le résultat, malgré que le film a eu un beau succès parce qu'il a été sélectionné à Cannes dans la sélection officielle, il a reçu le meilleur prix en Europe qu'on peut avoir, le prix du meilleur documentaire européen par cette académie. Et jusqu'aujourd'hui, aucune télévision, aucune chaîne l'a acheté pour le diffuser après l'exploitation en salle. On a eu la chance d'avoir le distributeur Pyramide dès le début.
Ça nous a aidé beaucoup pour aller voir d'autres télévisions, pour aller voir d'autres gens. Et tout ça est resté un peu jusqu'aujourd'hui. Je dirais sans réponse, malgré que le film il va sortir, il est sorti en Allemagne, il va sortir en Suisse, il est sorti en Belgique, il va sortir aux États-Unis, etc., etc. Ça veut dire c'est ça pour moi. Et ce que je dis assez souvent, moi j'ai eu l'avantage, je suis mariée au réalisateur, alors je pouvais lui faire confiance. Ça veut dire, pour moi, il peut aller dans n'importe quel désert, je suis sûre qu'il ramène un matériel, donc se laisse faire un beau film. On ne sait pas avant quel film et quelle beauté, mais j'ai eu pas de doute. Mais les gens qui ont lu le projet, qui ont dû décider d'un aide, d'un soutien, ils n'ont pas fait cette confiance, malgré que Patrice Haussmann a commandé une œuvre. Il n'a pas commencé hier à faire du film. Vous pourriez nous parler de leurs arguments? Les arguments étaient, c'est difficile à dire des grandes choses. Je trouve que ça traduit d'abord une malaise dans la télévision. Un grand malaise parce que tout le monde qui a vu les films, même dans les télévisions, qu'ils ont aimé le film. Ils ont dit c'est un film extraordinaire, mais il n'est pas pour les salles. C'était le responsable cinéma Arte. Le film, il est vraiment impressionnant. On n'a jamais vu un film comme ça. Comment vous étiez arrivé? C'est une beauté, c'est une profondeur, c'est la philosophie, c'est extraordinaire, mais on ne sait pas où on peut le programmer. C'était dans ce genre-là, et je trouve vraiment que ça traduit une malaise à l'intérieur du paysage audiovisuel. On a eu la chance, parce que finalement on l'a fait ce film, on a eu la chance d'avoir obtenu le Fonds Sud, que c'est un peu moins que l'avance sur recette. Il y avait avant un préachat des télévisions espagnoles et il y a une petite coproduction avec l'Allemagne. Le film il est terriblement sous-financé, si je parle des chiffres. Le budget c'était 612 000 €. C'est pour un film documentaire, c'est un budget moyen de ce genre de film. Il y a beaucoup plus, et on peut le faire pour beaucoup moins, et aussi pour encore plus d'argent. Et nous, on a réuni à peu près quelques 400 000, ça veut dire il y a un trou là, et ce trou jusqu'à aujourd'hui, c'est pas rempli. Et ça faisait que ni les réalisateurs ni moi, non, on n'était pas payés. Et la productrice sur place au Chili, elle a renoncé à son paiement. Et pour démarrer le projet, un ami nous a prêté l'argent d'une manière très généreuse. Et il a dit, seule chose que je vous demande quand je meurs, que mes fils, mes enfants, ils peuvent savoir qu'il y a toujours une dette. Ça veut dire, on était entouré un peu par ces genres de générosité. Mais il faut aussi, c'est peut-être un peu dramatique, mais je crois que d'abord, ce n'est pas une situation extraordinaire. Je crois que beaucoup de réalisateurs, beaucoup de producteurs de ce genre de films sont dans une telle situation. Et comme j'avais dit, ça traduit quelque chose qui va mal dans beaucoup d'autres endroits. Et je trouve aujourd'hui, je peux dire, je suis très content qu'on ait été refusé tellement, et par tellement des gens, des institutions, ça nous a donné une liberté énorme, une liberté artistique, une liberté dans tout ce travail, parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un derrière qui nous a dit ça, il faut couper parce que le public ne va pas aimer. Ce sont des arguments bien complètement quotidiens. Et ça, il faut être ça doit être plus pédagogique, et ça va pas. Ça veut dire le film, il s'est fait dans toute liberté. C'est peut-être aussi le résultat que personne ne veut l'acheter parce qu'on ne peut pas le diffuser, mais c'est devenu un beau film. Et nous, aujourd'hui, on est contents.
question? Une question ou une expression? En fait, ce film, moi je pense que, vous savez, pourquoi vous avez été refusé, etc. C'est parce que vous, le cinéaste, vous êtes une particule de ce film. Si on prend, sans faire de jeu de mots, bien sûr, si on prend, il y a l'art, la science, la souffrance, hein, et la souffrance c'est la mort. Du moment qu'il y a souffrance et mort, il y a un réflexe qui fait qu'il faut créer. Vous voyez, moi j'ai senti ça surtout. Et comme la science, c'est l'abstrait, donc ça fait peur. Ça fait peur parce que la définition, elle est, vous voyez, il faut s'exprimer dans ce sens-là, je pense. Je pense que c'est ça qui fait peur. Tant qu'on n'a pas compris le sens créatif que vous avez voulu donner à votre film, on ne comprend pas exactement où on veut en venir. Et c'est obligé que ce soit un film créatif parce qu'on monte, on descend, on va chercher les morts en bas, et on monte, on va chercher des explications en l'air. Donc, je pense que, alors que c'est la base du côté artistique. Oui, ça c'est le problème. Il y a quelqu'un qui dit, maintenant, M. Guzman, vous devenez philosophe, vous devenez archéologue, vous devenez astronome. Et aussi, vous cherchez les femmes, vous restez politique. Donc, vous êtes aussi mystique et métaphysique. Donc, vous êtes un mélange avec tout ça, et ça ne marche pas. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont des spécialistes. Il avait un bon salaire, il y a des retraites, des vacances payées, tout ça, c'est expert. Comment c'est possible ça que tout le monde dit, je ne comprends pas? Ce n'est pas la Bolivie, c'est la France. Il y a une grande tradition documentaire, il y a une grande tradition de films, d'auteurs, il y a une tradition merveilleuse de puissance cinématographique en France. Et qu'est-ce qu'il passe avec cette énorme quantité de télévision qui sont dans une médiocrité spectaculaire? Donc ça c'est des choses qui c'est une indignation, mais il faut être diplomatique. Et oui, nous sommes en silence. On n'a pas fait ça, un grand article dans le journal, mais c'est presque un sujet d'article. Parce que comment c'est possible ça? Comment c'est possible que dire, on ne peut pas acheter cette chaise parce que c'est tellement belle cette chaise que dans ma maison, je ne sais pas où je mettrai cette chaise. Ça c'est absurde ça. C'est comme dire que le musée de Louvre dit non, ce tableau c'est tellement bon que je ne sais pas où, quel mur c'est pour ce tableau. Donc ça c'est l'absurde total. Total. Et je pense qu'il y a beaucoup, comme dit Renat, il y a beaucoup de cinéastes, auteurs qui font des cinémas difficiles, mais très complexes, intéressants, magnifiques, qui sont aussi refusés. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire. Si je présente un film sur les pharaons, les pyramides et toutes ces choses de l'histoire passée, c'est un docudrame très bien payé. Mais c'est absurde de faire ça. Revenir en arrière. Après toute cette avance qu'on a fait en cinéma documentaire, en France surtout, la France est le principal pays producteur de films d'auteurs documentaires, avec la Suisse et la Belgique. Beaucoup plus avant que les États-Unis et le Canada. Et alors, c'est film de pharaon. Je ne comprends pas ça, mais on continuera notre travail avec patience et avec, et avec obstination. Une dernière question là. Oui, moi je vous dis tout simplement merci, parce que pour moi votre film est un film de vie. Moi je le dis avec mes simples mots et comme je l'ai reçu, et parce qu'il est traversé par de la poésie qui fait aussi accepter, enfin qui permet de recevoir en tout cas toute la souffrance humaine que disent chacune des personnes, qu'elles soient scientifiques ou non scientifiques. Alors, pour commencer par le très simple, moi je voudrais vous demander d'abord où étaient toutes ces photos jaunies de tous les disparus. Après, dans la fin, on voit les deux personnes
qui justement demandaient si on ne pouvait pas, et je trouvais que c'était très beau cette idée qu'elles ont eue, que l'une d'entre elles a eue, si on ne pouvait pas diriger les télescopes vers la Terre, surtout qu'après, dans la séquence suivante, on a vu que le calcium des eaux était aussi là-haut dans l'espace. Donc, est-ce que quelque chose dans la réalité a été fait avec le télescope vers la Terre? Ensuite, bon, écoutez, je pose des questions. Ensuite, je voudrais vous dire que moi, dans ce film, j'ai retrouvé quelque chose qui revient sans cesse pour moi. C'est cette jonction entre l'infiniment grand et qui rejoint l'infiniment petit dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire dans le temps, le très lointain et le très proche. Et ce qu'on voit très bien dans votre film est la même chose au niveau de l'espace. L'espace dans l'immensité de la sphère céleste, et puis là, sur cette Terre, avec cette particularité d'être sans humidité. Et cette tâche particulière sur notre planète. Et puis, pour moi, cette jonction entre ces deux espaces, temps, rejoint pour moi une notion d'éternité. Et est-ce que dans cette éternité, il n'y a pas justement, est-ce que ce n'est pas le lieu de la mémoire? Et là, moi, ce que j'ai senti aujourd'hui, et la question que je me pose, c'est que pour qu'une mémoire nous donne un avenir, quelque chose qui est à venir, et quelque chose qui se construit dans l'avenir, est-ce que la mémoire n'a pas besoin d'un lieu? Parce qu'une mémoire, enfin on le voit quand même avec toutes les personnes qui malheureusement, déportées, en tout cas dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on sait, on ne sait pas peut-être encore tout sur tous les autres camps de concentration qui existent depuis, mais comme beaucoup, avec ce qu'ils avaient dans leur mémoire, on finit quand même par se supprimer ou par avoir quelque chose de destructeur. Et comme d'autres, au contraire, ont pu aller vers quelque chose de constructif. Donc, c'est la question que je me pose et que je vous pose. Est-ce que la mémoire a besoin, déjà individuellement, d'un lieu où pouvoir s'exprimer? Les photos des disparus, c'est une murale, une fresque qui est dans un endroit, un pont de Santiago. Et malheureusement, il est mal fait. Donc maintenant, c'est un monument de l'amnésie, plus que de la mémoire, parce que presque la moitié des portraits sont effacés, éparpillés. C'est comme une ruine. Et c'est pour ça qu'on a fait le tournage de cette mur. Votre réflexion, ça a été très longue et très intéressant. Je pense que la mémoire, c'est comme la nationalité d'une, c'est comme notre propre identité. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais vous avez vécu la moitié de votre vie dehors le Chili, donc vous ne deviez pas chilien. C'est vrai, j'ai plus d'années vécu dehors qu'à l'intérieur. Mais j'ai un sac à dos c'est un sac à dos tellement, comment dire, avec mon principal souvenir, que c'est ma première communion, que c'est ma mère, que c'est mon premier amour, que c'est le premier jour de l'école, etc. Et que jamais je peux oublier, jamais. Ça m'appartient. J'ai dans ce sac à dos cette chose-là. Donc, je peux habiter toute ma vie dehors ma patrie, dehors les continents, dehors la terre.
Et je continuerai avec cette chose dans la tête, et aussi j'ai dans la tête tous les morts de notre petite histoire chilienne. Ce n'est pas possible d'oublier, c'est incorporé à toi, pour toute la vie, éternellement. Et c'est ça mon conception de la mémoire. C'est une chose qui va avec la race humaine, avec tous nous, derrière nous, tous les morts vont avec nous. Et aussi, on va, et nous sommes dans la galaxie en même temps. On appartient à cette galaxie. C'est à nous cette galaxie, et vice-versa. Et je pense que cette galaxie est pleine de vie, d'autre part. Donc, toutes ces choses, votre réflexion m'avait déclenché cette espèce de discours un peu irrationnel, mais je suis sûr qu'il y a une vérité dans toutes ces choses. Je crois qu'il y a aussi du temps, et que votre film nous dit en conclusion, la dernière séquence, avec justement cette jeune femme qui ne voulait pas témoigner au départ, c'est que la mémoire, ça se transmet, et que ce que vous faites, vous, c'est de la transmettre. Et c'est ça qui est important, bien sûr, qui nous touche. Donc ça circule, la mémoire.